J'aurais proposé ceci, c'est de réécouter justement ce qu'Hergé dit, avec toute l'ambiguïté que j'accepte. Hein. Donc c'est vrai qu'il y avait là un contexte, il venait d'avoir aussi la planche bidon, donc il réagissait là certainement. Mais réécoutons-le, et puis Benoît, si tu veux, je te donnerai la parole après. Sûrement pas, je n'ai pas dit ça. Malgré tout, j'ai ici des gens autour de moi aussi. Hein. Est-ce que le travail pourrait se faire sans vous? Non, pas ça. Je ne le crois pas. Je suis sûr. Parce que vous n'êtes pas là, ils ne font plus rien. Si, il y a encore d'autres choses. Il y a du merchandising, il y a des posters, c'est toutes sortes de choses à faire. Mais pour l'histoire de Tintin, j'ai déjà... je ne crois pas que ce soit possible. C'est une œuvre personnelle de ça. Et je comprends bien que les dessinateurs passent leur personnage à un autre et qu'un autre reprenne tel personnage, mais je ne pourrais pas le faire. C'est pas juste ce que j'en viens. Vraiment pas. C'est mes poumons, c'est mes tripes à moi. Ça, vous êtes arrivé à le faire admettre, parce que oui, pour moi c'est évident qu'une série peut passer d'une main dans une autre, mais Tintin, c'est à jamais dit à notre nom. Je crois, je crois. Non, pas glorieux, je dis ça simplement, parce que je crois que c'est comme ça, simplement. Et je comprends très bien que le débat d'abord est intéressant en lui-même. Il ne manque pas d'intérêt non plus au pluriel, au sens financier, parce qu'après tout l'argent, ça existe, on est dans un monde marchand, on fait des livres, il faut les vendre, et si on ne les vend pas, on n'en fait plus. Et s'agissant de Tintin, il est clair que, à la surprise générale, tu le disais tout à l'heure, voilà plus de 30 ans qu'Hergé est mort et il n'a toujours pas connu de purgatoire. Il est toujours aussi célèbre et même de plus en plus. Sauf que, et si Benoît Mouchard était là aujourd'hui, il nous le confirmerait, l'année 2013 a sans doute été la plus mauvaise année en termes de vente d'albums Tintin. Il y a qu'après un effet un peu artificiel lié au Spielberg, et qui a fait remonter à des niveaux qu'on n'avait pas connus déjà depuis plusieurs années, le nombre d'albums vendus, notamment en édition française, car on sait que malheureusement l'effet Spielberg a été quand même plutôt dans les pays matures où Tintin était bien connu, et pas vraiment sur les nouveaux marchés où on espérait que Tintin se ferait connaître. Après cet effet éphémère, il y a un film, et comme on sait que le deuxième Iliade, ça ne sera pas avant 2 ou 3 ans maintenant, cet effet est retombé, les ventes se sont effondrées, et c'est normal qu'un ayant droit et qu'un éditeur comme Casterman, qui de surcroît vient d'être repris par une maison qui n'est pas non plus philanthropique, et qui est Gallimard, qui est un très bon éditeur, et qui a des soucis aussi de rentabiliser son achat, et comme Casterman n'est pas vraiment fichu d'avoir énormément de best-sellers, je ne parle pas des Skelton et des Terces, mais on n'est pas au même niveau. Oui, ça va, enfin, avec Tardy, Philippe Geluc et quelques autres, ça va. Oui, mais enfin, on est très loin en termes de pourcentage du chiffre d'affaires annuel de ce que Tintin a pu représenter, et même représente encore. Et donc à partir de là, c'est normal qu'on se pose des questions sur une suite éventuelle. Mais je dis simplement, ne prenons pas le problème de manière hypocrite. Posons-nous la question, si Tintin nouveau il doit y avoir, est-ce qu'il faut vraiment contourner l'obstacle parce qu'on aurait mauvaise conscience en faisant, je disais Genet à Guy Plateau mardi dernier, une colorisation de Tintin en pays des soviets? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est une vraie nouveauté? Est-ce que c'est susceptible de relancer les ventes et d'intéresser un jeune public nouveau? Il ne s'agit pas de nous. Nous, malheureusement, nous vieillissons d'année en année. Ça se voit de plus en plus pour certains, mais je parle de moi, bien sûr. Mais un nouveau public, des jeunes, c'est sans doute pas par ce biais-là. Est-ce qu'il faut aller rechercher des projets qu'Hergé avait esquissés et aussitôt abandonnés, ou confiés à d'autres, sans jamais aboutir? Je pense au Thermo Zéro. Est-ce que c'est vraiment là une solution? Ou est-ce que tous auront de plus? Et en acceptant qu'il n'ait pas vraiment dit ce qu'il a pourtant dit, on disait bien oui, au bout de 30 ans, on peut admettre, on fait un nouveau Tintin, et puisque Tintin est un reporter, on fait un vrai nouveau Tintin qui se passe en 2024, en 2029, en 2054, et basta. Ça n'enlèvera rien à Hergé, effectivement, ça n'enlèvera pas l'admiration qu'on lui porte, et puis on verra, et c'est pas certain, si le public suit, car en ayant ainsi laissé passer 30 ans, n'ayons pas peur de le dire, Tintin est un peu sorti des radars. Est-ce qu'il y a un risque de muséification, comme certains disent? Où est le risque? Où est le risque? Être dans un musée, c'est plutôt une gloire. Être dans un musée, si tu te souviens, cher ami, de la fin de l'Alpha, c'est un destin quelque peu mortifère. Vous finirez dans un musée, on a vu la case tout à l'heure, et personne ne pensera que cette œuvre constitue la dernière demeure de Tintin, le reporter. Le reporter, il est tourné vers le monde, il est tourné vers la vie, et personnellement, je ne pense pas que le musée, avec toutes ses qualités,
soit le lieu qui représente ce que nous avons le plus aimé dans la bande dessinée. Et quelquefois, j'ai de la même façon le regret que des gens comme Numa, Thierry Grunstein ou moi-même, nous ayons contribué à introduire la bande dessinée dans les écoles, à la rendre sérieuse, et quelquefois on regrette le temps où les enfants se faisaient attraper leur bande dessinée parce qu'il y avait un petit parfum canaille, un petit parfum interdit qui était aussi du côté du désir. Donc voilà, le musée c'est très bien, mais la vie d'une œuvre c'est peut-être autre chose. C'est d'abord la passion du lecteur, c'est d'abord le jeune lecteur qui le découvre, c'est celui qui a envie de le passer à un ami, c'est un peu autre chose. Donc voilà, mais Hergé, sa vie, son œuvre, moi, personnellement, ça ne me suffit pas, même si j'y ai largement contribué. Tu es aussi éditeur, et tu vas éditer bientôt un ouvrage dont les deux auteurs sont ici, et je les appelle pour nous rejoindre, Dominique Cervelot et Olivier Roche. Le nom de cet ouvrage, c'est quoi? Tintin, bibliographie d'un mythe. Oui, et donc, qu'est-ce que ça contiendra? 360, combien de volumes, Dominique? Je crois au dernier recensement 365. Mais il en paraît constamment des nouveaux. Livre sur Hergé, donc. Sur Tintin et Hergé. Sur Tintin et Hergé. Oui, j'ai envie de dire que, pour parler par image, il y avait de la poudre et il y a eu une étincelle. Donc la poudre, c'est Olivier, l'étincelle, c'est moi. Je m'explique. Olivier, depuis des années, travaille d'arrache-pied à collectionner tout ce qui concerne Tintin. Et il rêvait de faire un énorme livre qui aurait fait 10 000 pages et qui tardait à voir le jour parce que c'était un peu trop... Métatintinologie, c'est ça? Oui, le Métatintin. Métatintin. Voilà, en fait, j'ai transformé cette collection justement en objet de réflexion et d'encyclopédique. Voilà. Et puis il y a une petite étincelle, donc des amis m'ont demandé de faire une conférence à Romans-sur-Isère sur Tintin, sachant ma petite fibre tintinologique. Et je leur ai proposé de faire une conférence sur Tintin au pays des commentateurs. Donc ils étaient contents, je suis parti avec une voiture pleine de livres, et j'ai présenté, disons, les grands axes, j'ai déjà classé un petit peu les types de prolongement de l'œuvre d'Hergé, des plus scientifiques, on peut dire, ou érudits, aux plus ludiques. Sans trop parler des parodiques, parce que ça, je laisse ça à Olivier, qui en connaît un bon rayon. Et je me suis dit, mais c'est dommage de laisser ça sous forme de conférence, il faudrait peut-être en faire autre chose. Et c'est là que Benoît est intervenu, comme le médiateur entre la poudre et l'étincelle. Voilà, et nous avons évité l'explosion, et nous avons réfléchi à la meilleure façon de concevoir un livre qui ne soit pas simplement une bibliographie, mais qui soit véritablement un livre qu'on lit, donc fait de commentaires assez riches sur ces ouvrages, ceux qu'on a lus, ceux qu'on peut-être on ne lira pas, parce qu'ils nous intéressent moins directement, ou qu'on ne retrouve pas, parce qu'ils sont tout à fait épuisés. Et donc l'idée, c'est de permettre de s'orienter vraiment dans ce corpus, avec des articles vivants, qui en donnent une bonne idée, qui donnent à la fois toutes les références bibliographiques, bien sûr, mais en même temps qui les commentent, et qui les commentent éventuellement en soulignant les plus importants d'entre eux, ou les plus extravagants, pour faire sentir aussi, etc. Bon, et donc, ça devrait sortir à la fin du mois d'août, je crois, et même en primeur pour les amis de Hergé. Donc il y a une version particulière qui va sortir pour les amis d'Hergé, qui sera numérotée et signée par les auteurs, c'est ça? Oui, qui sera cartonnée, alors que l'édition normale sera souple. Je me suis dit que les plus acharnés des tintinophiles consulteraient souvent cette Bible, et donc ils auraient besoin d'un livre solide. Donc là, ça sera une édition cartonnée. Et pour entrer dans les détails pratiques, parce qu'on avait oublié de le préciser, cette souscription est ouverte jusqu'au 15 avril à peu près. Donc ne tardez pas trop si ça vous intéresse. Voilà, parce qu'on va arrêter les choses définitivement à la mi-avril, et sans doute le livre sera imprimé avant la fin juin, de façon à ce que les tintinophiles puissent faire leur devoir de vacances pendant tout l'été. Les interrogations écrites sont prévues le 3 septembre. Qui est Dominique Cervelot? Alors, ça se passait au couvent dominicain de la Tourette. Donc, qui est Dominique Cervelot? Couvent construit par le Corbusier. Le Corbusier. Voilà. Donc, autrement dit, voilà, j'appartiens à la famille dominicaine. Je suis un religieux, prêtre catholique. Et j'avais eu l'idée, m'intéressant depuis fort longtemps à Tintin, d'organiser ce colloque, et j'étais devenu ami avec Benoît, avec Albert Algoud, avec Jean-Marie Apostolides,
Et ces trois-là étaient là, plus Pierre Sterckx. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait comme intervenant, j'ai pas vu ça. Une petite contribution, et ça donnait lieu à l'ouvrage L'Archipel Tintin, édité par Benoît, donc aux éditions L'Impression Nouvelle. 2 éditions même. Une des forces de Dominique, qui est un très grand connaisseur du texte biblique, c'est d'avoir utilisé des méthodes qui sont généralement utilisées dans le monde de l'exégèse biblique, la bibliographie biblique, la façon de citer, que tu as à recycler, oui, pour cette seconde Bible que sont les aventures de Tintin avec le corpus canonique, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des siècles d'érudition, de pratique des textes, de pratique des bibliographies, et tu as fait ça avec un mélange de rigueur et de fraîcheur. Je pense que tu sais aussi user de l'humour quand il le faut, et donc pour toutes ces raisons, je pense que votre livre sera un livre qu'on lira, et pas seulement un livre qu'on consultera. C'est ça le vrai défi. Il faut faire un ouvrage, parce qu'on pourrait dire Tintin, bibliographie d'un mythe, ça peut être quand même un peu aride, ça pourrait être un simple dictionnaire. Je crois que ça sera bien autre chose, et les textes que j'ai lus me ravissent. Alors parmi ces bouquins, il y a eu celui-là. Un livre mystérieux d'un auteur qu'on n'a pas beaucoup revu. Oui. Oui. Bon, alors il a promis d'être là aujourd'hui, Cyril Mosgovine. C'est un très très bon livre, c'est déjà une forme de dictionnaire, c'est déjà un travail, certains diraient bénédictin, mais peut-être qu'on va découvrir cet auteur que moi je n'ai jamais rencontré. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que Cyril Mosgovine est parmi nous? Oui, je crois. Oui. Ah, tu le connais? Qu'il vienne. Qu'il vienne. Bravo! Voilà, donc je ne sais pas, il y en a probablement quelques-uns qui étaient dans le secret, si pas beaucoup, enfin peut-être pas tous, parce que c'est vrai que Cyril, Dominique Cyril, est quelqu'un d'extrêmement discret. Tout à l'heure j'avais un peu de mal parce que bon, c'est vrai qu'il a participé à ce colloque et il a participé au livre L'Archipel Tintin, il a publié quelques articles où il est question d'Hergé ou de Tintin d'ailleurs, dans des revues religieuses, etc. Mais bon voilà, cet homme-là est surtout connu en tant que Cyril Mosgovine. Voilà. Et il ne s'était jamais montré. Pourquoi? Eh bien, comme dit Coëlette, il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour user d'un pseudonyme et un temps pour le dévoiler. Donc, j'ai estimé, sous l'amicale pression de Philippe Godin, que le moment était venu de révéler, de faire mon coming out, si j'ose dire. Alors, un petit mot d'explication peut-être sur ce pseudonyme, que certains russophones de mes amis avaient d'ailleurs percé à jour, car c'est la transcription exacte en russe de Dominique Cervelot. Ah, je m'explique. Dominique, c'est Dominicus, en latin ça vient de Dominus. Comment dit-on Dominus en grec? Kyrios. Le diminutif de Kyrios, le Seigneur, c'est Kyrillos. Donc Cyril et Dominique sont le même nom en réalité. Cervelot, c'est plus compliqué. D'après l'étymologie creusoise... Attention, hein, parce que... Je suis... mon patronyme est d'origine creusoise. Ce serait le vendeur de cervelle. Or, mozg, en russe, ça veut dire le cerveau. Donc j'ai créé un petit diminutif fantaisiste, Mosgovine, pour vraiment seuls quelques initiés, enfin, ont compris. Mais très très peu, je veux dire que 2 ou 3. Autre souvenir un peu rigolo, je vous ai dit, je suis prêtre catholique, et dans mon travail, parfois on prépare des gens au mariage. J'habitais Marseille à l'époque de la parution du dictionnaire, et je préparais un couple mariage. Et un jour, j'arrive chez eux, ils me disent « Dominique, on t'a fait un cadeau, on sait que tu aimes beaucoup Tintin. J'espère que tu l'as pas, ce livre-là. » Alors là, j'ai vraiment joué au théâtre. Oh, mais magnifique! Je pensais justement l'acheter.